C'est dimanche et dans les hautes herbes du Grand Pré de Lévins dans les Alpes-Maritimes que les Républicains vont se retrouver pour un banquet champêtre. Ah mais tiens, c'est également dimanche que Gérald Darmanin organise son meeting frites saucisses dans un club de Bourles à Tourcoing, la Bourle étant la pétanque du Nord. En cette rentrée politique, sur quel pied vont danser les Républicains? Vont-ils répondre à la main tendue d'Emmanuel Macron ou au contraire décapsuler Elisabeth Borne avec une motion de censure? Pour ouvrir le débat, j'ai invité ce midi Julien Dive, député LR de l'Aisne. Bonjour. Bonjour. Philippe Meunier, vice-président LR de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Bonjour. Bonjour. Et Alexandre Devecchio, journaliste au Figaro et à Sud Radio. Alexandre, on donne rendez-vous pour la reprise de votre émission sur Sud Radio En toute vérité. Oui, ce sera dimanche prochain entre 11h et midi. On a déjà une invitée, on parlera de la rentrée mais plus largement de l'école avec Lisa Kamen qui est notamment auteur de La Grande Garderie, un titre évocateur, je crois que c'est chez Albin Michel. Donc on aura une discussion sur l'école. Est-ce qu'on peut redresser l'école ou pas aujourd'hui? Rendez-vous est pris, 3 septembre, dimanche entre 11h et midi. Julien Dive, alors pour vous dimanche ce sera le cornet de frites. Vous serez à Tourcoing avec Gérald Darmanin. D'autres élus républicains sont attendus? Alors non, ce ne sera pas cornet de frites puisque je ne vais pas déjeuner. Je vais simplement à la table ronde de 14h. Vous notez quelque chose quand même. Oui, mais c'est égal. Moi, je vais pour débattre en tant que contradicteur et opposant et j'en reste là et rien d'autre. Donc ce sera à la table ronde de 14 et 15h. J'arriverai pour 14h, je repartirai à la fin de mon débat et c'est tout. Alexandre Devecchio, dans La Voix du Nord, Gérald Darmanin affirme qu'une victoire de Marine Le Pen en 2027 est probable et que face à ça, il faut un candidat unique. Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Candidat unique de qui? Je pense que oui, il veut dire candidat unique à la fois du bloc central, LREM, et je pense candidat unique de la droite. Je pense que c'est un message adressé notamment à LR et en même temps aussi à LREM, puisqu'on sait que la majorité est assez divisée avec une aile gauche. Alors après les propos de Nicolas Sarkozy qui dit espérer que Gérald Darmanin franchira l'ultime étape en 2027, est-ce qu'il y a un trouble ou est-ce qu'il pourrait y avoir un trouble chez les Républicains, Philippe Meunier? Écoutez, pour ce qui concerne les saucisses frites, chacun a le droit d'aller où il veut pour débattre. Il y a bien des élus de droite qui vont à la fête de l'humanité lorsqu'ils sont invités. Donc, il n'y a pas de sujet. Moi, personnellement, je n'y serai pas. Je monterai le Mont-Mézin avec le président Laurent Wauquiez. Chacun est libre de ses participations et de ses actions. En tous les cas, pour 2027, nous sommes pour l'instant dans une phase de réflexion, de construction, j'allais dire de reconstruction, et c'est ensemble que nous arriverons à reprendre ce pouvoir au niveau national si important pour le redressement du pays. Alors Emmanuel Macron avait promis une initiative d'ampleur. Ce sera donc finalement un séminaire le 30 août, sans doute au château de la Salle-Saint-Cloud, avec tous les chefs de parti, y compris finalement le Rassemblement National et la France Insoumise. Emmanuel Macron a appelé au téléphone Éric Ciotti cette semaine. Sur quoi le président des LR mettra l'accent lors de ce séminaire à la Salle-Saint-Cloud, Julien Dive? Écoutez, moi je n'y crois pas une seule seconde à cet artifice qui nous est de nouveau présenté par le président de la République. On a connu les grands débats, on a vu les états généraux, les Varennes, en tout genre. Dernièrement, c'était le CNR. À chaque fois, cela a accouché d'une souris. Donc il veut faire prendre une nouvelle initiative, il emballe et il habille bien la mariée de manière à montrer qu'il prend en main les choses. Moi, je pense simplement qu'il essaie d'endormir les oppositions. Moi, j'estime qu'il n'y a rien à attendre de cette initiative. Nous avons des propositions, à lui d'écouter les propositions des oppositions. Mais le problème, c'est qu'avec Emmanuel Macron, souvent, il demande aux oppositions de travailler avec lui, mais il n'écoute pas les oppositions. Donc, désolé, l'initiative, il peut la faire. Il est normal que nous y répondions puisque nous sommes un parti d'alternative et nous comptons de nouveau renouveler avec le pouvoir. Donc c'est normal que nous y participions, mais je n'y crois pas une seule seconde.
Alexandre Devecchio, personne n'a l'air d'y croire à ce séminaire. Tout le monde y va, mais tout le monde pense que ça sert à rien. Oui, bon, je rejoins un peu ce qui a été dit. Effectivement, après le grand débat, le méga débat, en quelque sorte, d'Emmanuel Macron, je crois qu'il gagne du temps. En réalité, Emmanuel Macron, il se dit que ça peut-être tenir comme ça jusqu'aux européennes, que s'il arrive en tête aux européennes, il pourra continuer à gouverner comme ça à coup de 49-3. Il profite aussi peut-être de la faiblesse de ses opposants. Il va y avoir des lois importantes, il y a le budget, avec sans doute des hausses d'impôts. Il y a une loi sur l'immigration et c'est aussi un moment de vérité pour LR. Est-ce que LR sera capable de déposer ou pas une motion de censure? J'en suis pas certain. Je crois que Emmanuel Macron gagne du temps et mise finalement sur la faiblesse et peut-être une forme de lâcheté des Républicains notamment. Ce matin, Philippe Juvin dit qu'il y a un risque de motion de censure soutenue par les LR sur le projet de budget. Philippe Meunier, vous pensez que les LR, les Républicains, oseront aller jusqu'à la motion de censure? Ce n'est pas un risque, c'est une chance pour la France. Emmanuel Macron... Je reprenais juste les mots de Philippe Juvin. Oui, mais j'en apporte mon appréciation. Vous savez, Emmanuel Macron, c'est le serpent du livre de la jungle. Vous savez, le serpent K, c'est « aie confiance, crois en moi », fait un somme sans méfiance. Il explique ça par sa politique du en même temps. Et puis après, comme l'a dit Julien Dive, il impose sa vision. Et sa vision n'est pas la nôtre. C'est un déraciné, c'est un mondialiste. Il n'a pas la notion de la France parce qu'il ne connaît pas la France, il n'a jamais été élu local, il n'a jamais été, arpenté nos territoires. C'est un président de la République hors sol. Donc il essaye, en endormant les Français, d'imposer sa vision, mais nous sommes opposés à ça. En tous les cas, moi j'y suis très formellement. Et la question de l'immigration est un point majeur. Nous sommes en totale opposition avec sa vision de l'immigration. Dans son interview du Point, d'ailleurs, il explique que les problèmes liés aux émeutes de juin dernier ne sont pas liés à l'immigration, alors que c'est lié à l'immigration et à une immigration de peuplement qui se renforce de plus en plus. Et il n'y a qu'à voir dans nos villes cette modification de la population. Il faut vraiment être déraciné ou en tous les cas mentir aux Français pour pas le savoir et pas le voir. Donc la question de l'immigration est une question essentielle et que certains ne s'imaginent pas qu'on puisse entrer dans un projet de loi qui permette la régularisation des sans-papiers. Il y a des solutions, on nous explique qu'il n'y a pas de solution pour les OQTF, il y a des solutions, on peut mettre en œuvre des dispositifs, il suffit d'avoir un État qui soit digne de ce nom, avec un gouvernement digne de ce nom pour ce faire. Et croyez-moi, on peut redresser la situation très rapidement en matière d'immigration. Alexandre Devecchio. Non, on voit mal effectivement les Républicains voter cette loi sur l'immigration en l'état. Le problème, est-ce qu'ils seront prêts à faire une motion de censure et à faire tomber le gouvernement et est-ce qu'ils ont les forces pour s'engager dans une nouvelle élection législative? C'est la question et je pense que Emmanuel Macron pense que non. Si vous voulez, donc il gagne du temps, il fait du bricolage et ensuite voilà, ce qui est dramatique pour les Français, c'est qu'on n'a pas de réelle, je crois, politique conforme à la volonté des Français. Alors le président de la République dans son interview parle également de référendum, mais c'est pas la première fois qu'Emmanuel Macron évoque le référendum et là c'est un peu comme les Républicains de leur côté avec la dissolution. Je pense qu'il y a du bluff de sa part, qu'il n'a pas du tout envie d'affronter le suffrage populaire. Et je crois que c'est bien dommage parce que dans la crise démocratique dans laquelle on est, qui dépasse, je crois, Emmanuel Macron, Emmanuel Macron l'a renforcé avec son idée de bloc central, estimant finalement qu'il y avait une parole légitime. Il l'a renforcé du fait qu'il a été élu 2 fois. C'est pas tellement de sa faute, mais 2 fois face à Marine Le Pen, un peu par défaut. Mais c'est une crise de longue date, de sentiment de dépossession démocratique des Français. Je crois que pour renouer avec les Français, un référendum sur des questions importantes, sur la question notamment de l'immigration, serait une bonne solution. Mais je doute que le président de la République prenne ce risque-là, de même que je doute que les Républicains prennent le risque d'une dissolution. Philippe Meunier, pourquoi diable le président parle-t-il de référendum qui pourrait sortir du chapeau lors du séminaire de la Selle Saint-Cloud s'il n'a pas l'intention d'en organiser? Mais parce que je pense que le président de la République est malheureusement à la ramasse. C'est-à-dire qu'il n'a plus d'options sérieuses et crédibles pour continuer à mener à bien son mandat. Donc
Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, comme le serpent K du livre de la jungle, il essaye d'endormir les Français avec de fausses propositions qui n'iront pas au bout de toute façon. Et puis, il va essayer de tenir comme ça jusqu'à 2027 en imposant petit à petit la vision qu'il a du monde, qui n'est pas notre vision. En tous les cas, ce n'est pas la mienne. Je ne partage en rien la vision du président Macron sur la question européenne, sur la question migratoire, sur la question économique, sur sa politique qu'il a menée en matière de lutte contre le Covid. Personnellement, je suis en désaccord total avec cette politique-là. Donc, il essaye de surnager dans cette absence de majorité, en essayant d'endormir les Français avec de fausses propositions. Et je pense qu'il faut aller au suffrage universel. Il faut redonner la parole aux Français et que les Français assument leurs responsabilités d'électeurs et n'élisent pas un président de la République pour le prix de 2 costumes. Dans son interview Fleuve, au Point, Emmanuel Macron indique vouloir une réduction significative de l'immigration, tout de même. En revanche, pas un mot sur le pouvoir d'achat dans cette interview. Et on sait déjà que la potion va être amère pour les Français, puisqu'on parle d'une augmentation de la fiscalité écologique, d'une hausse de la franchise médicale, avec une inflation qui est à plus de 20% sur les prix de l'alimentaire depuis 2 ans. Est-ce que l'exécutif ne prend pas un risque énorme en faisant un peu les poches des Français sur ce budget et en ne réduisant pas vraiment les dépenses de l'État, Alexandre Devecchio? Je crois que l'exécutif est un peu pris au piège en réalité. Ça renvoie au problème de souveraineté de la France. On a un pays qui n'est plus tout à fait souverain. Le gouvernement s'est engagé en réalité auprès des agences de notation à faire preuve de sérieux budgétaire entre guillemets et donc il va falloir être dans les clous de ce qu'ils ont promis, c'est-à-dire un budget en diminution de 15% par rapport à sa trajectoire naturelle, c'est-à-dire si on suivait l'inflation, et ça va passer fatalement par des baisses d'impôts. Alors il y aurait sans doute d'autres solutions, notamment s'attaquer aux dépenses sociales. Je crois que c'est l'angle mort pour le coup politique du gouvernement. S'il y a des économies à faire, on voit bien que c'est pas sur l'école, c'est pas sur l'hôpital, c'est pas sur la police, la justice, et c'est pas non plus ce qui va être fait d'ailleurs sur le ministère de l'économie par exemple, en ponctionnant les classes moyennes. C'est ce que va faire sans doute Emmanuel Macron qui va falloir les faire, mais c'est effectivement en diminuant les dépenses sociales, en mettant le paquet sur l'emploi, parce qu'en réalité si on sort du chômage de masse, parce que malgré les chiffres on y est tout de même, la question des rentrées financières de l'État se pose différemment. Toutes ces solutions-là ne sont pas évoquées, donc là encore on a du bricolage. Alors le Premier ministre nous dit il n'y aura pas de hausse d'impôts. En réalité, quand on regarde de près, on va avoir une augmentation des taxes, ce qui revient au même, la suppression de certaines niches fiscales, ce qui revient au même qu'une augmentation des impôts, et je doute que les baisses promises d'impôts pour les classes moyennes soient tenues. Elles vont sans doute être reportées à la fin du quinquennat. Donc là encore, on gagne du temps, on fait plaisir aux agences de notation, mais on n'a pas de réelle vision pour redresser le pays, pour recréer de l'emploi, et c'est en recréant de l'emploi, à mon avis, qu'on aura des marges de manœuvre budgétaires, et en arrêtant avec les abus, aussi bien en termes de dépenses sociales qu'en termes, vous avez raison, de bureaucratie, parce qu'il y a une fonction publique, à mon avis, qui souffre beaucoup. On va en parler avec les enseignants, qui est à l'os, mais peut-être qu'on peut faire en termes de fonction publique des économies sur ce qui est la bureaucratie. On l'avait vu avec la crise de l'hôpital notamment. Je parlais du ministère de l'économie et des finances, parce que si on regarde les chiffres, en France c'est 140 000 fonctionnaires, en Allemagne 54 000. Je pense pas que les Allemands aient du mal à recouvrer l'impôt. C'est un exemple effectivement de bureaucratie, et puis on peut s'interroger sur les politiques menées par Bercy, qui sont des politiques présentées justement comme des politiques de rigueur, qui veulent s'inspirer de techniques managériales du monde de l'entreprise. On peut pas dire qu'elles aient été très 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 efficaces. Elles ont constitué à supprimer souvent des postes utiles de gens qui faisaient un travail utile, qui savaient faire leur travail. L'exemple
l'exemple parfait, c'est l'hôpital, pour ajouter des postes administratifs, de gestion budgétaire qui en réalité ont fait exploser les budgets, parce que le résultat de vouloir supprimer des lits à l'hôpital, c'est qu'on a bloqué le pays plus que de raison pendant la crise du Covid, et ça nous a coûté des milliards d'euros. Donc il faudra peut-être réfléchir à long terme au lieu d'être dans une politique comptable court-termiste. Julien Dive, quelles seront concrètement les propositions des Républicains dans ce débat sur le budget 2024 ? D'abord, je voudrais quand même revenir sur la motion de censure, parce que vous m'avez oublié sur le sujet. J'ai quand même voté une motion de censure il y a 6 mois. Et que sur la question de la motion de censure, les Républicains sauront prendre leurs responsabilités. On en discutera avec le président du parti, Éric Ciotti, avec le président du groupe, Olivier Marleix. Sur le budget ou ça sera sur l'immigration ? Mais vous savez, ça peut être sur n'importe quel texte, dès lors que nous avons un désaccord profond, puisque il ne faut pas délier le texte immigration du texte budgétaire. Sur le budget, on voit bien, il y a une volonté du gouvernement d'économiser 15 milliards d'euros. Hier, le Figaro a publié une analyse très intéressante qui expliquait que l'immigration coûtait plus qu'elle ne rapportait. 54 milliards d'euros de coûts chaque année. Eh bien, vous voyez, là, on a un vrai sujet pour pouvoir mener une politique d'économie dans laquelle on est capable de, à la fois, renflouer une partie des caisses, mais en même temps répondre aux enjeux d'immigration. Qu'attendons-nous ? Qu'attend ce gouvernement pour mettre en place cette politique, ce débat sur l'immigration? Ça fait 6 mois qu'on nous balade. Ça fait 6 mois qu'on nous balade avec la loi sur l'immigration. C'est une véritable arlésienne et je suis même pas certain qu'elle sera débattue au cours de l'année 2023. Maintenant, sur le budget, nous saurons mener des propositions et porter des propositions, mais notamment sur le train de vie de l'État. Je viens de parler de l'immigration, c'est une chose, mais il y a aussi le train de vie et le fonctionnement étatique. Évidemment, il y a des fonctions qu'on ne peut pas toucher, le régalien, la santé, l'éducation, très bien. Il y a un certain nombre d'autres domaines, et sur le fonctionnement, les doublons qui existent aujourd'hui dans l'administration, sur lesquels il ne faut pas avoir la main tremblante. Alexandre, un mot ? Non, je suis d'accord sur tout ce qui a été dit. Je pense effectivement le fonctionnement de l'État. Je parlais de la dépense sociale parce que c'est quand même 700 milliards par an. C'est le plus gros poste. Je crois de mémoire, rien que pour le RSA, c'est 15 milliards par an. Donc là, il y a des marges de manœuvre et des propositions à faire. Alors, Monsieur Dive a voté une motion de censure. C'est vrai, il fait partie des gens courageux et cohérents dans cette majorité. Le problème, c'est qu'ils ne sont pas d'accord entre eux. Opposition. Oui, excusez-moi, dans cette opposition. Le problème, c'est que vous n'êtes pas d'accord entre vous. Donc, donc voilà, tout le monde n'a pas voté de motion de censure. Justement, on va revenir sur les éventuelles divisions qui persisteraient au sein des Républicains. Dans un instant, Julien Dive, Philippe Meunier, Alexandre Devecchio sont les invités des débats de l'été. C'est Sud Radio. Sud Radio, midi 13h30, Thierry Staller. Dans quelques semaines, les parlementaires vont reprendre le chemin des hémicycles. Sur quel pied vont danser les Républicains lors des premiers débats sur le projet de loi de finances et ensuite peut-être sur l'immigration? On en parle ce midi avec Julien Dive, député de l'Aisne, Philippe Meunier, vice-président de la région Auvergne-Rhône-Alpes et Alexandre Devecchio, journaliste au Figaro et à Sud Radio. Julien Dive, juste avant la pause, vous rappeliez avoir voté une motion de censure. Comme 18 autres de vos collègues républicains, c'était la motion du groupe Lyot, on s'en souvient, alors que la consigne donnée par le président du parti, Éric Ciotti, était de ne pas s'y associer. Et Alexandre Devecchio posait aussi la question, est-ce qu'il y aura une seule voix, une seule discipline au groupe LR à l'Assemblée nationale cette année ? Je peux corriger ? Je vous en prie. Éric Ciotti a dit qu'il n'était pas question de s'associer à la motion, c'est-à-dire signer la motion à l'époque qui était déposée. Mais il n'a jamais dit qu'il ne fallait pas voter, puisque dans le groupe LR, d'ailleurs c'est peut-être le seul groupe qui a ça dans le statut, nous respectons la liberté de vote des députés, motivés, etc. Évidemment, il faut qu'il y ait du mieux possible le même vote, mais sur des sujets comme celui-ci, qui concernaient les Français, sur lesquels nous avions des désaccords, ça ne veut pas dire des oppositions, la liberté de vote était quand même préservé. Et c'est ça qui est important quand même de relever. Nous sommes l'un des rares mouvements politiques, rares mouvements parlementaires, à préserver la liberté de vote, ce qui n'est pas le cas partout d'ailleurs. Vous devriez regarder dans les autres mouvements, ça n'est pas le cas. Maintenant, les débats que nous avons au sein des Républicains, mais je pense qu'ils sont sains, il ne faut pas les voir comme négatifs. Éric Ciotti a lancé les états généraux de la droite. L'idée, c'est vraiment de retravailler, ce qu'on n'a peut-être pas fait pendant quelques années, de retravailler sur notre corpus idéologique, sur nos propositions, nos points d'accord, nos points de désaccord, de manière à redonner une dynamique profonde aux Républicains à l'horizon 2024. Et c'est sain d'avoir ce genre de débat. Oui, ça se traduit par peut-être des votes différents sur les motions de censure, comme on a pu le voir à l'Assemblée nationale. Mais tant mieux, mais tant mieux.
Alexandre Devecchio, c'est lisible pour les militants des Républicains ? Non seulement c'est pas lisible, je pense, pour les militants, mais c'est pas lisible pour les Français. C'est la tragédie, je crois, des Républicains. C'est qu'en réalité, il y a deux lignes. Il y a une ligne qui est proche, malgré tout, de celle d'Emmanuel Macron, qui est plutôt européiste, qui est plutôt, je reprends les termes qui ont été ceux de vos interlocuteurs tout à l'heure, mais hors sol, mondialiste, et une autre, effectivement, qui est plus souverainiste, plus identitaire, plus social aussi, et je suis pas sûr qu'ils arrivent à se mettre d'accord, et ça devient du coup totalement illisible, et toute une partie de l'électorat qui préfère faire un choix clair, c'est soit Emmanuel Macron, soit Marine Le Pen. Philippe Meunier, le risque pour les Républicains, c'est aussi d'enchaîner les défaites aux élections intermédiaires, sénatoriales le mois prochain et évidemment européennes l'an prochain 2024. Écoutez, la question se pose depuis déjà un certain nombre d'années sur les élections européennes. Moi, je suis un défenseur de la ligne de Charles Pasqua, mais je suis pour l'Europe des nations. Et nous avons à chaque fois des listes, on va le dire très clairement, en fait, de bric et de broc, avec des fédéralistes, avec des souverainistes, et encore je les cherche parce que je les trouve pas. Et après, on s'étonne d'avoir de très mauvais résultats. Oui, c'est vrai, nous sommes aujourd'hui dans un état de faiblesse idéologique, mais ça remonte pas simplement au démarrage des LR. C'était déjà le cas avec l'UMP. Oui, bien sûr. Nous avions déjà de grandes des divisions internes. On n'a jamais voulu arbitrer. Nicolas Sarkozy a réussi à réunir, entre guillemets, ces différents courants de pensée de la droite. On va dire la droite libérale, la droite gaulliste, pour dire les choses très, très clairement et simplement. Mais depuis le départ de Nicolas Sarkozy, ce travail n'est pas fait. Je crois qu'il faut refaire notre logiciel politique. Il faut en discuter, comme l'a très bien dit Julien précédemment. Il faut borner nos propositions à droite comme à gauche, si je peux dire les choses ainsi, et proposer un projet aux Français. Et ceux qui ne se retrouveront pas dans ce projet ne seront pas républicains. En tous les cas, ils ne seront plus membres des Républicains. Il faut clarifier la situation. C'est vrai que je suis très inquiet pour les élections européennes futures, parce que la ligne n'est pas définie, elle n'est pas claire. Il suffit de voir d'ailleurs le statut du PPE pour le comprendre. Moi, je ne suis pas un fédéraliste, je ne suis pas pour l'Europe fédérale. Et on m'explique que les LR ne sont pas non plus très bien, mais quand on lit les statuts du PPE, il est clairement dit que la vision, c'est à terme l'Europe fédérale. Je ne peux pas m'inscrire dans ce schéma-là. Et on a une vraie réflexion à avoir. Et on l'a à avoir pour qu'en 2027, on puisse avoir un projet à présenter aux Français. Il faut présenter un projet en 2027. Les Français ensuite choisiront et ils arbitreront. Sauf que si vous faites un très mauvais score aux européennes, ça plombe la suite pour 2027 quand même. Je n'en suis pas certain, parce que d'abord, les scores ont toujours été mauvais. Je vous rappelle quand même, accessoirement, parce qu'on a toujours eu des listes, Pasqua-Villiers, d'autres listes qui ont pris un certain nombre de voix de la droite, j'allais dire, gaulliste. Donc si on fait encore une liste de briquet de broc avec des gens qui n'ont pas de colonne vertébrale ou qui se laissent mener par le bout de la baguette par les fédéralistes ou l'Allemagne, évidemment, on aura de très mauvais résultats, parce que les gens préféreront voter Macron. Il faut retravailler le logiciel. C'est une urgence absolue, c'est une question de crédibilité pour notre mouvement politique, et puis ceux qui ne se sentent pas à l'aise, ils partent. Ils partent. Moi, j'ai voté contre Maastricht, par exemple. Je ne suis pas parti du parti, parce que je considère qu'on a un débat à avoir dans le parti et avancer dans la direction que je souhaite, mais je n'ai plus à avoir des individus au sein du parti qui m'imposent une vision alors qu'ils ne sont plus majoritaires ni dans le parti au niveau des militants, ni dans le corps social français. Donc, qui rejoignent Macron, et puis les choses seront claires. Moi, je suis assez d'accord. Je suis d'accord avec cette vision des choses, mais pour rester en surplomb, je pense quand même que ces européennes-là vont être compliquées pour la droite. C'est vrai qu'on dit souvent que les élections européennes n'ont pas de conséquences sur la suite, c'est-à-dire qu'on peut gagner une élection européenne, ça ne veut pas dire qu'on va gagner une présidentielle, mais généralement quand on la perd, c'est mauvais signe. Je pense, si on remonte un peu loin, pour le PS à Rocard, qui était le favori pour la présidentielle de 95, qui perd les européennes, je crois de 93, je suis peut-être pas bon dans les dates, c'est Bernard Tapie qui arrive en tête. Bon, Bernard Tapie n'éclot pas comme candidat, parce qu'il va avoir des casseroles
contre l'après, mais c'est quand même difficile quand on a une défaite très lourde aux européennes de rebondir. Et là, d'autant plus, je crois, que le problème, c'est que la droite va non seulement sans doute avoir un mauvais score, les LR, mais sont réduits quand même à la portion congrue et ont une double concurrence et qu'ils avaient déjà une triple concurrence. Ils avaient déjà la concurrence entre Marine Le Pen et d'Emmanuel Macron, et là il y a l'émergence de Reconquête, et donc les LR peuvent se retrouver comme à la présidentielle d'ailleurs en troisième position derrière le Rassemblement national et Reconquête. Et là la question de l'avenir de ce parti, avec moins de 5%. Voilà, avec moins de 5%, du sens d'avoir un parti comme celui-ci va se poser. On n'en est pas encore là, hein. Il pourrait réfléchir sur le logiciel, avoir une ligne claire, mais enfin c'est assez mal engagé. D'un mot, Alexandre, on arrive à la fin de ce débat. Macron a-t-il fini de siphonner les Républicains ou il peut y avoir encore des ralliements ? Avant les européennes, oui, il peut encore y avoir des ralliements. C'est sans doute ce qui va jouer là, avec le budget, la loi immigration. Il va aller jusqu'au bout, je pense, du siphonnage. C'est pas encore terminé. Le supplice chinois n'est pas encore terminé. Merci beaucoup à tous les trois. Alexandre Devecchio, on vous retrouve donc à partir du 3 septembre, dimanche, entre 11h et midi, pour En toute vérité. Merci à Julien Dive, député de l'Aisne, et Philippe Meunier, vice-président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, d'avoir participé à cet échange. Après les infos de 13h, je serai avec le journaliste réalisateur Guy Lagache. On est très en retard.